Nous voici toujours dans le chapitre consacré à la collecte et à la gestion des archives définitives. Et nous allons en particulier nous attarder maintenant sur le plan, les points 3 et 4. Le tri. Le tri, c'est une opération qui consiste à séparer au terme d'une évaluation, dans un ensemble de documents, ceux qui devront être conservés en raison de leur intérêt historique ou patrimonial, de ceux qui seront voués à l'élimination. On voit dans l'illustration l'état d'arrivée et l'info, avant l'évaluation et le tri, et ensuite, alors qu'on se rend compte qu'il y a des boîtes de contenu d'archives. Alors, il est important de noter cette notion d'évaluation car elle implique la mise en place d'une sélection qui va reposer sur des critères déterminés. Les critères de tri ne sont pas définitifs. Après quelques années, on pourra réviser les critères de tri qui ont été mis en place. L'archiviste qui est responsable du tri va devoir adopter une attitude conservatrice. Donc, en cas de doute, il va conserver les documents versés. Si la valeur administrative d'un document peut finalement être assez facilement déterminée, leur valeur historique est bien plus difficilement estimable. Il y a toujours une dose de subjectivité. Différents cas de figure existent. Le tri réalisé en amont par le producteur à l'aide d'un tableau de tri et le tri réalisé par l'archiviste, idéalement sur place chez le producteur. Le tri s'effectue lors du versement de documents dans un service d'archives définitive. Soit des critères ont déjà été déterminés par le service et ont été communiqués au producteur qui les applique avant versement. Néanmoins, une vérification sera nécessaire de la bonne application de ces critères. Soit des critères sont mis en place pour traiter les documents versés qui n'ont fait l'objet d'aucun tri en amont. On essaie de réaliser ce tri chez le producteur afin d'éviter de transporter inutilement des documents qui devront être finalement éliminés. En plus de documents d'archives, on pourrait être confronté à des enveloppes, des feuilles vierges, des brochures, de la documentation qui n'aurait aucun intérêt archivistique. Cela permet également, cette étape de tri, de poser les questions nécessaires à la bonne compréhension de la structure du fonds. Donc, beaucoup d'archives privées vont être dans ce cas de figure. Donc, trier finalement, c'est analyser l'ensemble. C'est d'abord évaluer les documents, bien connaître le producteur et le contexte de production de ceux-ci. Ensuite, on va se poser différentes questions sur l'existence et l'exactitude de l'inventaire, sur le producteur, est-ce que c'est le même producteur qui est à l'origine de la production de toutes ces archives, sur les supports, on va les identifier, on va s'assurer qu'on puisse toujours les lire, sur la valeur administrative ou la valeur archivistique. C'est à la valeur indirecte qu'on va s'intéresser au moment de se poser la question de la conservation définitive des archives. On comprend pourquoi il s'agit d'un travail qui est réservé à l'historien archiviste. C'est lui qui va déterminer la valeur indirecte d'un document sur base de l'information qu'elle contient et le témoignage qu'elle pourra constituer. Dans cette optique, connaître les besoins des usagers est aussi un élément très important dans le processus de détermination de la valeur indirecte. On a déjà parlé des critères de tri qu'il faut donc établir. Il faut donc les déterminer à l'avance. A priori, les documents qu'on serait amené à conserver seront des décisions, des documents qui concernent la politique générale, des documents qui concernent la conduite des affaires, des documents statistiques, des documents récapitulatifs, des documents qui établissent des droits. A priori, ce que nous éliminerons, ce sont des documents dont les infos sont reprises dans les documents récapitulatifs, ou des documents sériels, qui sont en plusieurs exemplaires. Quand il y a plusieurs exemplaires, on s'assurera de d'abord conserver l'exemplaire original, principal. Parmi les différentes méthodes de tri qui existent, il y a la sélection, l'échantillon ou l'approche fonctionnelle.
Parmi les méthodes de tri, la sélection, c'est un examen détaillé et minutieux d'une quantité importante de documents. On va se baser sur des critères prédéterminés, qui seront la valeur informationnelle, l'importance intrinsèque ou historique du document, l'intérêt scientifique, l'intérêt pour la recherche et la valeur diplomatique. La diplomatique, c'est la science qui étudie les actes écrits en eux-mêmes, et par extension, tous les documents d'archives. On se base sur leur forme, leur genèse, leur contenu et leur tradition. Une autre méthode de tri est l'échantillon. Parfois, l'archiviste est confronté à une masse importante de documents, mais qui sont constitués de données semblables. Il ne va pas pouvoir, l'archiviste, éliminer ces documents dans leur entièreté parce qu'ils ont un intérêt. Néanmoins, en raison de leur masse, il sera difficile de tous les conserver. D'autant plus si on possède des documents récapitulatifs qui résument cet ensemble. Il va donc suffire d'en conserver un nombre défini, représentatif de l'ensemble. Par exemple, des dossiers de patients en hôpital, des bénéficiaires d'une assistance sociale, etc., etc. Petit rappel avec le plan de classement fonctionnel que nous avions vu, qui se fait selon les domaines d'activité et les fonctions dans l'organisme. Nous avions parlé par exemple des missions, la gestion du personnel, de la fonction, le recrutement et la promotion, de l'activité ou de la tâche, la procédure de recrutement. Ici, sur base d'une analyse des domaines d'activité et fonctions de l'organisme, on va définir les priorités de conservation. Et idéalement, on va se baser sur le plan de classement fonctionnel qui a été mis en place. Passons maintenant aux notions de classement et cotation, le point 4 de ce chapitre. Le classement consiste à mettre en ordre les dossiers à l'intérieur d'un fond plus large et les documents à l'intérieur des dossiers. On veille à respecter le principe du respect du fond, donc chaque document doit être placé à sa place d'origine dans le fond dont il provient. Le classement permet donc de refléter les activités du producteur. Cette information, cette définition vient de la Direction des Archives de France, plus précisément du dictionnaire de terminologie archivistique. Il y a forcément une connexion entre classement et description. La description va reposer sur le plan de classement et lui-même va témoigner de la structure du fond. N'oublions pas le principe de respect du fond, la correspondance entre les niveaux de classement et les niveaux de description, et les liens entre les différents niveaux de description. L'information qui est commune à plusieurs niveaux va être fournie au niveau le plus élevé possible. La première étape d'un classement, ça va être d'identifier et de circonscrire le fond. Ce sont des concepts qui ont déjà été abordés, mais on va donc respecter les fonds, notamment leur provenance, leur intégrité et leur ordre originel. Les difficultés que nous allons rencontrer, c'est identifier la structure d'organismes complexes pour déterminer le niveau du fond ou les liens de subordination entre les différents organismes. Exemple, les archives d'administration de ministères. On va donc essayer de se baser sur certains critères, comme l'existence d'entités propres du producteur, le fait qu'il soit identifié dans un organigramme, qu'il possède un pouvoir de décision, que sa compétence soit reconnue. En cas de changement de compétence, il pourrait y avoir des changements de producteur. Nous en avons fait les frais lors des différentes réformes de l'État en Belgique. Des documents sont transférés d'un organisme à un autre, et ces documents deviennent la propriété du second producteur et appartiennent à son fonds. Cependant, on va maintenir la distinction si le premier organisme est supprimé, parce qu'on aura alors deux fonds distincts. Dans les cas des mélanges, on va distinguer les fonds conservés dans un même local des fonds qui ont été légués entre membres d'une famille ou récupérés par un organisme lors d'une fusion. On va clairement identifier les documents intégrés dans le fonds existant.
Un exemple, les rapports annuels des différents services. Il ne faudrait pas que l'archiviste aille prélever tous les rapports pour en constituer une collection à part pour faciliter le travail des chercheurs. On ne va pas retirer des documents dans l'idée d'en constituer une collection ou de les intégrer à d'autres fonds. On ne va pas diviser un fonds entre plusieurs services d'archives, ni reconstituer les fonds démembrés. On va respecter l'intégrité. On va reconstituer la structure originelle du fonds sur base des fonctions du producteur. Donc à l'intérieur de cette structure, on va peut-être classer de manière chronologique ou selon tout autre classement qui nous semblera pertinent. Un exemple de sous-fonds pourrait être un gros service dans une administration, comme par exemple le service des lettres et du livre au sein du ministère. Un exemple de pièce pourrait être une lettre, un rapport, un cahier de notes, etc., etc. Il peut être très difficile de reconstituer les fonds qui ont été mélangés, mais on tentera toujours de respecter l'ordre originel. Lorsqu'il s'agit d'attribuer au fonds une place au sein du service d'archives, on va se baser sur un cadre de classement. Le cadre de classement, c'est un schéma prédéterminé qui répartit les fonds à l'intérieur d'un service ou d'un bâtiment d'archives. Attention, il ne s'agit pas du plan de classement, mais bien d'un cadre de classement. Le cadre de classement, c'est donc l'organisation de différents fonds à l'intérieur d'un service d'archives plus général. Le classement par type de fonds et par type de document peut être une solution. Le plan de classement, lui, c'est l'organisation des documents et des niveaux à l'intérieur d'un fonds bien déterminé. Vous avez donc ici, à gauche, le cadre de classement des archives départementales et à droite, le plan de classement administratif d'une commune. Afin de pouvoir reconstituer la structure du fonds, qu'on appelle les séries organiques par exemple, il y aura lieu de s'informer sur le contexte et la structure. Pour ça, on peut utiliser différentes sources, le producteur lui-même, la documentation, donc des rapports d'activité, des organigrammes des services, etc., ou le fonds en lui-même, son contenu. Se renseigner sur le producteur, c'est par exemple s'informer sur les dates d'existence, sur les attributions, l'organisation, l'activité, la zone de compétence. Dans la slide suivante, on s'intéresse toujours à s'informer sur le contexte. On peut voir ici toutes les métadonnées, donc en fait les champs qui sont utiles pour décrire correctement une entité. Ce qui est souligné, ce sont les éléments qui sont considérés comme essentiels. Donc on a le type d'identité, les formes du nom, les dates d'existence, le code d'identification de la notice. Et quand on parle de type d'entité, on va pouvoir indiquer s'il s'agit d'une collectivité, d'une famille ou d'une personne. En fait, il s'agit de réaliser des notices d'autorité. Donc c'est très similaire à ce qu'on fait en bibliothèque, mais avec d'autres informations qui seront beaucoup plus complètes. L'idée est de rédiger une notice d'autorité classique qui permet de faire des rebonds, des échanges d'informations avec différentes institutions. Pour ce faire, on se base sur la norme internationale sur les notices d'autorité archivistique relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, l'ISAAR. Voici un exemple de notice d'autorité ISAAR. S'informer sur la structure, pourquoi? Eh bien pour avoir une vue d'ensemble du contenu afin de pouvoir élaborer un plan de classement s'il n'y en a pas. Donc, avant de se plonger dans le fond, ce qu'on va faire, c'est recueillir des informations, donc déjà déterminer, de savoir s'il y a déjà eu des traitements effectués sur le fond, est-ce qu'il y a déjà eu un classement, est-ce qu'il y a eu une cotation déjà, est-ce qu'il y a déjà eu des normes et des règles appliquées pour traiter ce fonds, et est-ce qu'il y a déjà des inventaires d'autres fonds similaires qui ont été faits. Toujours lorsqu'on s'informe sur la structure, on va effectuer ce qu'on appelle un repérage du fonds. Donc on va comparer les dossiers qui ont été versés
avec les informations communiquées sur les documents de transfert, les bordereaux, etc. On va vérifier si les titres indiqués sur les dossiers correspondent bien à ce qui se trouve à l'intérieur, et le cas échéant, on effectuera une opération de récollement. Le récollement, c'est une vérification systématique lors de la prise en charge d'un service d'archives ou à date fixe de ses fonds et collections, qui consiste à dresser dans l'ordre des magasins et des rayonnages la liste des articles qui y sont conservés ou qui manquent. Si nous n'avons pas de document de versement qui permettrait de faire un repérage de fonds, on décrira sommairement le contenu de chaque dossier. S'informer sur la structure, c'est aussi se plonger dans le contenu du fonds et d'essayer de comprendre sa structure. Donc en fait, c'est commencer à le décrire sommairement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un numéro, on va donner un numéro provisoire à chaque dossier, on va essayer d'identifier les producteurs, on va donner un intitulé, essayer de savoir de quoi il parle et de quel est le sujet qui est couvert, on va délimiter les dates extrêmes, on va faire en fait un début d'analyse. Cette description peut se faire sur papier ou dans un système d'information. En parallèle, on va être amené à faire du tri et donc on va éliminer ce qui est nécessaire et mettre en ordre si nécessaire. Il s'agit ensuite de déterminer le plan de classement. Déterminer le plan de classement, c'est positionner les subdivisions du fonds les unes par rapport aux autres. On va respecter l'ordre établi par le producteur et on va aller du général au particulier. Et si un traitement a déjà été réalisé, que faisons-nous? Dans quelles conditions est-ce qu'on peut revenir sur un classement qui a déjà été mis en place? Alors, sauf si l'ordre ne ressemble à rien, sauf si ça ne témoigne d'aucune façon la manière dont étaient organisées les activités du service, du producteur. S'il y a eu un classement de type documentaire, fonds documentaire, on va éviter de réutiliser ce qui a été fait. Donc pour rappel, la question du plan de classement, ça a été vu au chapitre précédent. Référez-vous à ce chapitre pour déterminer les différents types de plans qui peuvent exister. Il s'agit ensuite de coter et ranger le fonds. Il s'agit de la mise en ordre physique du fonds. On va ranger le fonds dans les magasins et on va attribuer un identifiant alphanumérique. Le magasin, c'est la partie du bâtiment d'archives où vont être rangés les fonds. On va donc organiser matériellement les fonds. Dans le cas d'un fonds clos, on va organiser ce fonds dans son entièreté. Donc idéalement, on va faire une cotation selon l'ordre du classement intellectuel déjà réalisé. Lorsque le fonds est ouvert, on va devoir tenir compte des différents versements qui pourraient encore arriver. En fait, le fonds ouvert, c'est un fonds qui est encore susceptible d'accroissement. Il n'y a pas de règle prédéfinie sur la constitution de la cote, lettres, chiffres, etc. Ce sera en fonction des pratiques du service. Comment ranger le contenu du fonds? En pratique, à chaque article va correspondre une cote de rangement. Un article, dans ce cas-ci, on va utiliser aussi ce terme en tant qu'unité intellectuelle de description. Il va s'agir d'une unité matérielle individuelle qui va recevoir une cote. Un article peut consister en un document, s'il est épais, ou en regrouper plusieurs quand il reste de la place dans l'unité de conditionnement. Ici, l'unité de conditionnement, c'est la boîte d'archives. Donc certains dossiers pourront occuper plusieurs boîtes, comme une boîte pourrait avoir plusieurs dossiers. Donc un article, c'est l'ensemble de pièces de même provenance qui se rapportent à la même affaire et dont l'importance matérielle n'excède pas la capacité d'une unité matérielle de conditionnement. Voici un exemple.